60 minutes. Tout de suite, notre invité, les présidents de l'association des maires de France, les maires dont on dit régulièrement qu'ils sont à portée de baffe et donc ils sont les premiers thermomètres justement de l'air du temps et de la colère des Français. Il est aussi maire de Cannes et vice-président des Républicains. Bonsoir David Lisnard. Bonsoir. Je vous laisse vous installer sur ce plateau. Un petit mot, peut-être vous nous écoutiez en coulisses sur la fin des avantages à vie des anciens premiers ministres décidés par Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il fallait le faire, même si c'est une toute petite goutte d'eau dans l'océan de la dette aujourd'hui? C'est-à-dire que si c'est une goutte d'eau qui s'inscrit dans un véritable océan de reflux de la dépense, ça serait positif. Mais si c'est un paravent pour masquer l'inertie sur la réforme nécessaire qu'il faut et la baisse de la dépense structurelle, c'est effectivement un effet démagogique. Vous craignez que Sébastien Lecornu s'achète quelques points de popularité pour pas cher? Non, je ne veux pas lui faire procès d'intention à ce stade-là, on sera vite fixé. Mais aujourd'hui, la nécessité, elle est véritablement de baisser la fiscalité, de baisser encore plus fortement la dépense et de recréer un cycle positif de création de richesse en France, de création de valeur, pour arriver à retrouver du pouvoir d'achat, à retrouver, et ce qui passe par la compétitivité. Donc si c'est quelques hochets qu'on nous sort avant pour flatter l'opinion, et pour ensuite augmenter la fiscalité, et pour dire on a partagé l'effort, regardez tel ancien Premier ministre coûtera moins cher, eh bien je crains qu'on soit une fois de plus dans le spectacle stérile dans lequel la politique s'enfonce depuis plusieurs années. David Lisnard, 7 policiers ont été agressés le week-end dernier à Reims par un groupe d'une dizaine de personnes. Le procureur parle d'un lynchage. Un lynchage d'une violence extrême et parfaitement gratuite, ce sont ces mots. 2 suspects, 2 frères de 26 et 27 ans ont été arrêtés. Ils avaient déjà été condamnés pour violence, notamment l'un d'entre eux venait de sortir de prison il y a quelques jours. Est-ce qu'on protège suffisamment les forces de l'ordre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la question doit se poser à nouveau au vu de cette affaire et celle qui s'est déroulée il y a quelques jours à Tourcoing également avec d'autres policiers agressés? Ce qui est sûr, c'est que les forces de l'ordre doivent pouvoir nous protéger. Pour cela, elles doivent pouvoir travailler en sécurité et être soutenues par la population. Ce qui est insupportable dans tout cela, au-delà de la violence et du fait qu'il y a des victimes, et c'est une espèce de transgression absolue que de violenter un dépositaire de l'autorité républicaine. Au-delà de tout ça, c'est le fait que tous les jours, on constate qu'il y a des multirécidivistes, quoi. Enfin, moi, je le vois tous les jours dans ma commune. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On fait qu'il faut changer complètement le système. Là, ils avaient été condamnés et ils avaient purgé leur peine. Écoutez, ils n'ont pas été assez condamnés manifestement, ils ne sont pas assez suivis. Il faut évidemment, on a un sous-équipement carcéral qui pose, dans le pays qui dépense le plus au monde, on dépense de plus en plus. On a des services publics qui se dégradent. Donc on devrait se poser cette question fondamentale. Où va notre argent? Où va notre argent? Et il va dans un système d'État-providence qui pour moi est mort. L'État-providence c'est mort parce qu'il correspondait à un modèle de développement d'après-guerre avec une croissance démographique c'est fini. Donc on alimente un État-providence, on attire de la difficulté et on ne soutient pas assez ce qui est la mission même de l'État. C'est-à-dire, pourquoi je parlais des places de prison? Parce qu'on a ce double scandale qui consiste il y a une surpopulation carcérale, ce qui est indigne d'une grande démocratie, puisqu'il manque au moins 20 000 places de prison, mais parallèlement, il y a une sous-incarcération. C'est-à-dire qu'on n'applique pas les condamnations telles qu'il le faut. Donc c'est tout un processus à reprendre, bien sûr de répression, mais aussi, dès le plus jeune âge, de respect de l'autorité. Le premier ouvrage que j'avais... Qui doit l'apprendre, le respect de l'autorité? D'abord, c'est les familles. C'est-à-dire que moi je suis pour qu'on ait un État recentré sur ses missions et qu'on ait une société augmentée. Le projet que je développe avec Nouvelle Énergie, avec mon parti politique, c'est celui d'une société augmentée. Ça veut dire quoi? C'est pas abstrait. C'est-à-dire qu'on doit rappeler la responsabilité individuelle et dans la sphère privée. Il y en a assez de cette culture de l'excuse qui consiste à dire qu'il y a toujours des circonstances qui justifieraient des actes de violence. Donc chaque transgression doit avoir une répression graduelle. Il s'agit de respecter les principes d'une démocratie, les principes d'un État de droit, proportionné. Mais aujourd'hui, dans la réalité, dans ce qu'on vit, j'étais encore avec des maires tout à l'heure, puisque je sors de réunion avec des maires de France, on se raconte ce que l'on vit tous les jours. On le voit. On voit bien que les policiers bossent, on a un ministre de l'Intérieur qui fait le boulot, mais que le cadre aujourd'hui, il ne convient plus. On doit retrouver des principes d'efficacité de l'action publique. Et cela ne passera pas par l'éternel débat dans lequel nous nous avons enfermés
entre ceux qui voudraient nous dépenser toujours plus et les autres qui nous parlent de temps en temps du rabot et de l'impôt. Ça marche plus. Alors tout ça. justement, le Premier ministre Sébastien Lecornu consulte beaucoup. Demain, il va voir le RN et le Parti Socialiste. Mais on a le sentiment ces derniers jours que le débat tourne uniquement autour des propositions de la gauche. Et notamment de la taxe Zuckman que vous évoquiez il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes sur la touche en ce moment? Est-ce que la droite est sur la touche? Elle est moins importante que les 70 députés socialistes qui peuvent assurer l'avenir du gouvernement? Alors écoutez, il faudrait en toute sincérité poser la question à ceux qui sont les interlocuteurs de Sébastien Lecornu, c'est pas mon cas. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, qu'aujourd'hui on vous écoute moins, alors qu'il est de votre famille politique à l'origine? Ce que je ne voudrais pas, c'est que la droite, pour reprendre votre expression, se mette elle-même sur la touche en cherchant simplement à atténuer les propositions socialistes qui irriguent tout l'espace politique. Évidemment à l'extrême gauche, évidemment à gauche, mais aussi à droite. C'est-à-dire si la droite acceptait de taxer les riches, ce serait... de surtaxer les riches. Je rappelle aujourd'hui que sur l'impôt sur le revenu, c'est marrant parce qu'on est pétri d'égalitarisme, mais juste parce que j'entends tellement de délire, on va rester sur les principes. 55% des ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu. 45% de paient. Les 0,1% dits de plus riches payent 13% d'impôt sur le revenu. Les 10% de ménages qui contribuent le plus paient 70% de l'impôt sur le revenu. Donc, il est normal que plus on gagne, plus on contribue au financement des services publics qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, le problème de la France, c'est pas d'augmenter les impôts. Nous sommes le pays qui a le record du monde des impôts et des charges. Et qui a le record du monde de la dépense. Donc, si la solution... 1 euro d'impôt en plus pour personne dans ce pays. Mais c'est pas la question. C'est la mienne. Alors, la réponse, c'est que ce qui apportera de la richesse aux individus du pouvoir d'achat, c'est du revenu. Et ce qui apportera l'assainissement des comptes publics, c'est aussi du revenu. Et que pour qu'il y ait du revenu, il faut qu'il y ait du travail et de l'investissement. Et que plus on taxera ce qu'on appelle le capital pour plaire à l'opinion, qui est l'investissement, qui est le risque, qui est l'innovation, et plus on prélèvera sur le travail, plus on deviendra pauvre. Si on avait suivi la même croissance que les États-Unis. Je rappelle que sous Pompidou, sous De Gaulle, j'avais écrit un bouquin sur Pompidou il n'y a pas longtemps, on faisait mieux que les États-Unis. C'est pas de la fiction tout ça. On aurait 30% de revenus en plus. Et effectivement, moi je vois les travailleurs pauvres. J'entendais quand j'arrivais en parler, je vois des personnes qui bossent et qui dorment dans leur bagnole. C'est inadmissible, et des gens qui bossent. Mais c'est pas en entretenant une illusion fiscale qu'on réglera les problèmes. Que vous posez. La taxe Zuckman, c'est la ligne rouge. Mais il y a plein de lignes rouges. C'est quoi les autres lignes rouges? C'est tout ce qui entretient un système. La réforme des retraites suspendue, c'est une ligne rouge. Mais bien sûr que c'est une ligne rouge. Bien sûr. Et moi, je vais bien plus loin. Je pense qu'il faut. Le Premier ministre parlait de rupture. Il faudra qu'il nous dise précisément, d'ailleurs, avec quoi il veut rompre, puisqu'il était partie prenante de tous les gouvernements depuis maintenant 8 ans. Vous parlez presque comme quelqu'un qui ne serait pas dans la majorité. Ah mais moi je me sens pas du tout dans la majorité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité. Non mais LR soutient. Pardon, vous venez de dire tout le bien que vous pensiez d'un ministre qui fait partie de votre famille politique. Vous êtes dans le gouvernement. Ma position elle a été très claire. Et des ministres LR disent on veut remplir. Avant la dissolution, j'avais toujours dit que je refusais de participer à des gouvernements vous parce que je ne croyais pas au macronisme. Après la dissolution, j'ai fait un constat. J'ai dit il n'y a plus de majorité. Donc il n'y a plus d'opposition. Et il faut bien, puisque le pays était bloqué, il faut bien arriver à diriger le pays et éviter que... Donc vous n'êtes ni dans la majorité ni dans l'opposition. Non, mais c'est que moi... Vous êtes ailleurs. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas laisser le monopole de l'alternative au RN et à la gauche. C'est-à-dire qu'il faut quitter le navire maintenant pour pouvoir dire on n'y était pas. Je pense que la droite mérite mieux que d'être la rustine du Titanic. Et qu'aujourd'hui, parce que vous me parlez de quitter le navire, et qu'on doit proposer une alternative très puissante. Très puissante. Ne pas nous inscrire dans ce que nous avons condamné. Donc, mais si je vous écoute, les ministres LR, ils ne devraient pas demander à rempiler. Bruno Retailleau, il devrait partir demain matin. Il ne s'agit pas de demander à rempiler. Il s'agit de dire, aujourd'hui, si on arrive à faire un budget qui véritablement s'attaque à la matrice de la folie dépensière, qui commence à pouvoir amorcer une relance de l'activité qui permettra d'avoir des rentrées fiscales qui permettront elles-mêmes de diminuer les taux de fiscalité, de retrouver de la compétitivité. Il faut y aller. Mais moi, mon parti pris depuis 1 an, je l'ai dit, je pense que pendant 1 an, il ne pouvait pas y avoir de dissolution. Donc, de toute façon, c'était bloqué. Aujourd'hui, il peut à nouveau y avoir une dissolution. S'il y avait dissolution aujourd'hui, on retrouverait à mon avis la même situation bloquée et on bloquerait pour 1 an. Ça fait 1 an que je dis que une des solutions,
pourrait être que le président de la République dise de lui-même, parce que j'appelle pas à la démission, on n'est pas pour, moi je suis pour respecter les institutions, mais dise, je constate dans une approche très gaullienne que par mes décisions j'ai contribué au blocage du pays, j'annonce que je démissionnerai. Il faut qu'il y ait un temps suffisant de campagne, parce que s'il démissionne tout de suite, il n'y a qu'un mois de campagne. Je l'avais dit il y a un an, ça a été repris aujourd'hui par M. Chotal. Non, mais c'est une solution. Mais en fait, si. Comme les généraux de Gaulle l'avaient fait en 69, et on ne peut pas reprocher ou soupçonner le général de Gaulle d'avoir voulu affaiblir les institutions. Et dans ce cas-là, on régénérerait un cycle démocratique. On pourrait comparer en disant je démissionnerai au printemps, il y aura des élections, je sais pas, en juin. Vous parlez quasiment comme un insoumis là. Non, c'est tout le contraire. Ah, non, Emmanuel Macron devrait de lui-même, non, pas du tout. À part que vous dites qu'il faudrait qu'il nous annonce plusieurs mois à l'avance. Ne veulent que le chaos. Ouais. D'abord, propose sur le fond une politique collectiviste communiste qui mène dans le mur. Je parlais d'Emmanuel Macron uniquement. Appel à la rue, au désordre dans la rue, je suis radicalement contre. Et 3, appel à la destitution, ce qui est une aberration. Je dis simplement qu'une des solutions, à moins que Sébastien Lecornu arrive à trouver la martingale. Une des solutions, c'est qu'Emmanuel Macron prenne les devants. Je prends acte du blocage du pays, j'en assume une part de responsabilité importante, et afin de permettre à des projets d'émerger, de se confronter, que l'on retrouve une vraie démocratie, une vraie confrontation de projets. Je vous annonce que dans 6 mois, par exemple, je démissionnerai. Ce qui permettrait pendant 6 mois de faire un budget très provisoire et pourquoi pas d'entente nationale, et au moins de régénérer la démocratie. Je vous assure que, autrement, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir soit un compromis porté avec des socialistes qui vont ne faire qu'amplifier les problèmes, augmenter la dépense, jouer sur la démagogie, flatter la difficulté des gens qui galèrent et qui rament en leur disant il suffit de prendre aux riches et vous verrez, vous serez. Mais si ça fonctionnait, l'Union soviétique existerait encore. C'est pas le cas. Ce matin, la porte-parole des Républicains, Agnès Séverne, a dit que les 44 milliards d'euros d'économie que réclamait François Bayrou, c'était beaucoup trop, et que finalement, on pourrait plutôt réduire l'effort à 35 ou 36 milliards, c'est ce qu'elle a dit. Finalement, la dette, c'est plus important du tout. Mais moi, je ne partage pas cette approche. D'abord, François Bayrou ne proposait pas 44 milliards d'économies. Vous avez raison, il y avait une part d'économie. C'était le chiffre qu'on a retenu. Il y avait 30 milliards C'est le chiffre qu'on a récits comptant, les hausses d'impôts et les économies. Vous avez raison. L'enveloppe globale. Votre métier, d'ailleurs, c'est justement de ne pas vous laisser abuser par les récits qu'on vous donne, y compris les miens. C'est vrai, cette enveloppe-là, c'était trop. Il y avait 30 milliards de moindre hausse de la dépense, et il y avait 15 milliards d'impôts en plus. Donc c'était évidemment un budget qui aurait accentué les problèmes. Mais ça veut dire que même les Républicains sont en train de lâcher là-dessus. On propose, je l'ai documenté, je l'ai sourcé, un plan d'économie qui, à terme, nous ramènerait au pays qui dépenserait le plus. Mais avec 8 points au moins, moi je vise 10 points de PIB de dépenses en moins, ce qui permettrait de rendre, si on fait 200 milliards d'économies sur 4 ans ou 5 ans, 80 milliards la même année, ce que d'autres pays ont réussi à faire, en France c'est impossible, etc. Vous affectez 20% de cette économie à réduire les surcharges qui pèsent sur les entreprises. Et à terme, il faut baisser la fiscalité des entreprises et baisser les aides aux entreprises pour en finir avec le capitalisme de connivence. 20% à la baisse de la dette et à la modernisation de l'État, 60% vous les rendez en salaire net. C'est-à-dire que les économies doivent être rendues en salaire, ce qui relance la machine. Et donc, pour gagner plus en France, il faut cotiser moins. Et pour cotiser moins, il faut dépenser moins. Est-ce que vous avez signé, comme Laurent Wauquiez, comme le chef de file des députés Les Républicains, la pétition lancée par Philippe de Villiers pour demander un référendum, non, pas fini ma question, un référendum sur l'immigration? Pourquoi? Non, genre, je suis pour le référendum pour l'immigration. Il y a longtemps qu'on le demande. J'avais travaillé sur la campagne de François. Qui vient de Philippe de Villiers? Non, c'est pas ça. C'est que je crois que je n'ai jamais signé une pétition de ma vie. Bon. C'est mon côté anard de droite, si vous voulez, qui doit s'exprimer. Voilà. Ouais. Est-ce que vous mettrez un drapeau palestinien lundi prochain quand la France au fronton de la mairie de Cannes? Et est-ce que vous demandez à tous les maires de France de faire la même chose quand Emmanuel Macron va reconnaître officiellement lundi prochain l'État palestinien? Non, je mettrai le drapeau français comme tous les jours sur le fronton de la mairie de Cannes. Et je n'ai rien à demander aux maires. Je pense que quelques maires politisés à gauche le feront, c'est leur droit. Ça ne scandalise pas plus que ça. C'est leur droit, vous dites. Oui. Moi, je suis contre. Sans droit d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est leur droit, parce qu'il y a des jurisprudences qui se contredisent. Je retire. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais en tout cas, c'est leur responsabilité. Moi, je n'ai pas à dire aux maires ce qu'ils doivent faire ou pas. Je suis pour la liberté des autres, parce que je suis pour ma liberté. Je trouve que mettre un drapeau palestinien au fronton d'une mairie, c'est refaire des juifs des parias. Oui, mais c'est au-delà de ça. On ne peut pas être nuancé sur ce. On peut pas dire saluer la reconnaissance de la Palestine avec un drapeau ou autre chose
et dans le même temps condamner Écoutez, avec la plus immense des fermetés ce qui s'est passé le 7 octobre. La nuance est interdite sur ce dossier-là. Alors, enfin, vous demandez à ceux qui ont dit cela, c'est pas moi qui l'ai dit en l'occurrence, mais ce que je puis vous dire, c'est que la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui, pour moi, constitue une erreur et même une faute. C'est-à-dire que la doctrine française a toujours été 2 États. Il faudra arriver à 2 États. Il faudra arriver à 2 États et je pense qu'il est nécessaire de mettre Israël face à certaines d'impasses stratégiques dans lesquelles elle se met. C'est quoi les buts de guerre poursuivis par Israël aujourd'hui? Je l'ai toujours dit, donc j'espère avoir une approche équilibrée là-dessus. Mais reconnaître aujourd'hui un État de Palestine, c'est une erreur et une faute. Pourquoi? C'est une erreur parce qu'on reconnaît quoi? Quel territoire? Quels dirigeants? Quels sont les dirigeants aujourd'hui qui peuvent incarner l'État palestinien, qui ne soient pas corrompus ou qui ne soient pas des terroristes? Premièrement. Deuxième élément, le faire alors qu'on est encore dans la poursuite du 7 octobre, c'est une énorme victoire pour les néo-nazis du Hamas. Donc c'est scandaleux. Je pense que c'est une grave erreur et que le processus de paix et le processus de reconnaissance de 2 États doit se faire évidemment avec des représentants palestiniens, avec les États de la région et avec Israël. Et c'est à cela qu'on devrait travailler plutôt que de faire de la démagogie. Merci. Et je ne comprends d'autant moins la position du président de la République qu'il avait dit que la reconnaissance de l'État d'Israël au printemps dernier nécessitait effectivement la libération des otages. Et la libération des otages vivants et morts est un préalable à tout. Merci à beaucoup, vous. David Lisnard. Moi, je retiens sur la situation politique française que vous appelez donc à la démission d'Emmanuel Macron, mais pas tout de suite. J'ai dit que c'était une solution tout à fait plausible. Dans 6 mois, en prévenant dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV.